Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie d'Ida de Chavagnac. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ida de Chavagnac, vous avez travaillé pendant 15 ans comme analyste financière au Crédit Agricole. Vous nous aviez accordé une interview en mars 2018 dans le cadre de notre émission Politique et économie avec Olivier Pichon pour nous présenter votre ouvrage Alerte rouge sur la Banque verte. La Banque verte, c'est le Crédit Agricole. Après votre licenciement pour faute en 2014, vous avez obtenu la nullité de votre licenciement dans un combat judiciaire qui a duré des années. Ma première question, Ida de Chavagnac, qu'est-ce que ça fait de gagner au prud'homme contre un géant comme le Crédit Agricole ? Écoutez, je m'y attendais pas obligatoirement parce que malheureusement, quelquefois on ne croit plus trop à la justice. Mais néanmoins, c'était mon objectif depuis le début. C'était de gagner parce que l'objectif, c'était de montrer qu'on n'est pas toujours perdant quand on reste conforme à sa conscience. Donc c'était mon objectif. Et puis, donc c'est un témoignage important parce qu'on vous dira toujours si on alerte et tout ça, on va tout perdre. En l'occurrence, j'ai gagné. Donc, ça mérite d'être... Alors, avant de revenir sur votre combat judiciaire à proprement parler, quelles sont les conséquences de la nullité que vous avez, de la nullité de ce licenciement qui a été reconnu par la justice? Qu'est-ce que vous allez recevoir? À quoi le CA a été condamné, en gros? Alors, c'est ça qui est très important aussi dans mon combat, c'est que je raconte ça dans mon livre. Les avocats, ils vous poussent à demander licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, des causes ni réelles ni sérieuses? Ça veut dire pas de cause, ça veut dire quoi? Donc en fait, c'est très très important. La nullité, c'est la grosse condamnation parce que ça veut dire le licenciement n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent demander la nullité parce que c'est la seule chose qui embête vraiment l'employeur. Ça montre vraiment que c'est une énorme faute et qu'il aurait dû jamais le faire. Donc la nullité, ça donne droit. C'est comme si le licenciement n'avait jamais eu lieu. Donc le CA va devoir vous redonner chaque mois de salaire non payé depuis votre licenciement. Alors c'est ça la règle. Et en plus, ce qui est fou, c'est que plus la procédure dure longtemps, plus vous gagnez en fait, puisque ça vous donne récupération à tous les salaires. Alors je vais être complètement franche. J'ai été licenciée il y a 7 ans. Je n'ai pas touché ces 7 ans de salaire parce que malheureusement, il y a des négociations avec des avocats, tout ça est plus compliqué. J'avais quand même touché du chômage, il y a les droits, il y a les impôts. Donc au final, je n'ai pas touché les 7 ans, je mentirais si je vous disais ça. Néanmoins, c'est sûr que... En plus, je n'ai pas demandé. C'est-à-dire que je ne demandais rien, je demandais la nullité. Ouais. Vous auriez pu demander des dommages et intérêts, Ida de Chavagnac, vous auriez pu les faire cracher au maximum, mais vous avez renoncé. Pourquoi ? Ah non, alors... Les dommages et intérêts, je crois que ça ne peut pas coller avec la nullité. Alors ça, c'est des histoires d'avocats. Mais en revanche, en première instance, j'étais seule et j'étais sans avocat. Et là, j'avais rien demandé, en effet. J'avais demandé uniquement la réintégration. Et malheureusement, en première instance, j'avais perdu. Et donc, c'est en appel à la cour de Versailles que j'ai gagné. Et alors, c'est très important aussi... parce que les gens vont vous dire on ne gagne jamais, c'est une exception. Et en fait, c'est très important. L'élément qui est ressorti, c'est j'ai gagné à cause de ma bonne foi. Et en fait, la bonne foi, vous vous dites comment ça se prouve? Moi, bien sûr que je sais que je suis de bonne foi. Mais en fait, c'est pas à moi... Il faut la démontrer. Non, c'est pas à moi de la prouver. Ouais. C'est à eux de prouver que j'étais de mauvaise foi. Alors, ils ont tout fait. On vous invente que je voulais prendre la place de mon chef, que je sais pas quoi. Bien sûr qu'ils ont tout fait pour essayer d'argumenter en disant que j'étais de mauvaise foi. Mais non, en fait, la bonne foi, d'une certaine façon, quand on est de bonne foi... Ça se voit tout de suite. Je crois. En fait. Je crois. Alors, reprenons un petit peu votre histoire, Ida de Chavagnac. Votre carrière d'analyse des risques se passe sans encombre jusqu'en mars 2010. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette date-là ? En mars 2010, arrive un nouveau chef
on pourrait dire un peu sans scrupule. Je dis ça maintenant avec du recul, hein, sur le moment, je ne sais pas si je l'aurais dit. Donc lui, c'était le business. Et en fait, c'est un peu incompatible avec le métier d'analyse de risque. Parce que l'analyse de risque, il n'est pas fait pour développer le chiffre d'affaires du Crédit Agricole. Il est pour mettre des limites, parce que la banque, c'est un métier réglementé, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent des gens qui ont déposé leur argent. Donc, c'est réglementé, donc il faut obéir à des règles, et donc on ne prête pas à n'importe qui. Oui, vous deviez donner une note à chaque personne qui voulait venir emprunter dans votre établissement. Exactement, une sur note... Sur sa capacité à rembourser. Sur la qualité de la contrepartie, l'endettement, les résultats et tout ça. Une note sur la qualité qui induisait aussi une limite en montant. C'est-à-dire qu'une limite de volume d'opérations qu'on peut traiter. Par exemple, je ne sais pas, j'étais sur les assurances. Alors, le Crédit Agricole, par exemple, demandait une limite, on me demandait une limite sur Generali Croatie, par exemple. Il se trouve que, c'est un exemple comme ça, hein, Generali Croatie avait fait vraiment une baisse de son activité, très endetté. Bon, alors moi, quand je présente le dossier, au lieu de mettre 200 millions d'euros de limite, comme on avait mis par exemple l'année précédente, je dis ah non, là, ça, c'est moins bien et tout ça, je vais baisser la limite à 100 millions là, et puis la contrepartie est de moins bonne qualité. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous avez le commercial, le senior banqueur, le grand monsieur très chic qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent et qui se pavane dans les salons. Ce senior banqueur, il a demandé cette limite de 200 millions avec Generali Croatie. Lui, il veut faire beaucoup de volume d'opérations parce qu'il se trouve que c'est une contrepartie qui est de mauvaise qualité, donc ça rapporte plus. C'est ça qui est... Vous voyez, il y a une espèce de morale dans les marchés financiers, c'est que ça rapporte plus quand vous prenez des risques. Mais en fait, vous n'êtes pas censé prendre des risques. Donc, le commercial, il veut les 200 millions. Et moi, je dis, non, pour la banque, il faut être prudent, on ne fera pas plus que 100 millions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon chef... Il est très très proche de monsieur le senior banqueur. Il est très ami, on déjeune ensemble et tout ça. On s'entend. On s'entend bien. Et donc il dit, oh écoute, vraiment Ida, qu'est-ce qu'elle a à dire 100 millions? Non, je vais me débrouiller. Remonte-moi ma somme. Alors moi, quand j'étais venue chez vous les dernières fois, je disais toujours, il a voulu me corrompre, mon chef, ça c'est une chose. Mais je me doutais qu'il était peut-être corrompu. Parce que vous comprenez que le senior banqueur, il touche en fonction du volume, sa rémunération variable. Donc en fait, si on lui donne 200 millions, il gagne beaucoup plus que 100 millions. Donc il peut faire des rétrocessions. Et il se trouve que c'était ça l'objectif de ma procédure pénale. Et je vous ai lu, Ida Chavagnac, je vous cite, « Je l'ai vu octroyer des limites de crédit à des établissements qui ne publiaient pas de compte ou qui étaient soupçonnés carrément de blanchiment d'argent. » Oui. Donc, mais alors ça, c'était pas mes dossiers, mais je le voyais. Et c'est très difficile pour moi parce que, je veux dire, dans mon procès, je l'avais vu faire. Mais vous ne pouvez pas enregistrer votre chef pendant que vous êtes en train de travailler avec lui. Donc moi, je savais que c'était quelqu'un de malhonnête, hein, mais je n'avais pas les preuves. J'avais juste les preuves vis-à-vis de la pression qu'il avait mis sur moi. Voilà. Mais, et il vous a accusé donc de ne pas favoriser suffisamment l'intérêt commercial de la banque. Ah ben oui, parce il fallait en fait que vous fassiez mal votre travail pour favoriser la banque. Alors, vous avez voulu... vous avez refusé d'obéir et du coup votre supérieur s'est mis à peu vous retirer certains dossiers parce qu'il s'est dit bon, Ida va faire son travail correctement donc elle va me foutre des bâtons dans les roues et donc vous donnez l'alerte en octobre 2013 et comment va réagir votre hiérarchie? Alors ça, c'est tout le travail d'alerte qui est très important pour... Moi, je parle à des auditeurs et des téléspectateurs qui, j'espère, un jour... Leur honnêteté les encouragera à faire le même genre de démarche que moi, parce que c'est que comme ça qu'on s'en sortira. Donc, la démarche d'alerte, c'est très important de ne pas se tromper. Donc, progressive, c'est-à-dire qu'on parle à son chef.
d'abord... À son N+1, comme on dit dans les grandes boîtes. D'abord, mon N+1, donc lui, c'était coupable. Ouais. Bon, donc, ça faisait 6 mois que j'avais vu que je ne pourrais rien faire, donc je dénonce, hein, ça s'appelle une dénonciation, je dénonce auprès de mon N+2 qui me rencontre et tout ça, et puis et très important, je confirme tous les entretiens par écrit. Donc, après cet entretien, où bien sûr, il voulait me faire pleurer, hein, on vous dit toutes sortes d'horreurs, vous partez en pleurant, et puis, résultat, l'affaire est jouée, elle va partir, et tout ira bien pour eux. En l'occurrence, j'ai pas pleuré, et j'ai dit, j'ai des inquiétudes, voilà. Donc, ça, je l'ai dit, et puis je l'ai écrit. Alors, le N+2, il dit, ouh là là, trop compliqué, je comprends rien, je suis pas concerné. Bon, alors je vais voir le N+3. Le N+3 qui m'a rencontré 2 fois, qui m'a écouté, il faut bien reconnaître, et qui me dit à chaque fois, mais non, je n'ai aucune inquiétude sur votre N+1, il n'y a aucun problème. Alors, je lui dis, c'est pour ça que je viens vous voir, sinon il ne serait pas en place si vous étiez inquiet. Donc, je viens vous voir, et je vous dis toutes mes inquiétudes. Et là, qu'est-ce que doit faire le N+3 ? Si on vous dit, votre secrétaire est malhonnête, vous avez une confiance totale en votre secrétaire depuis des années, vous dites, j'y crois pas. Mais quand on vous dit, mais je vous assure, pour telle et telle raison, je suis inquiet. Après, vous vérifiez. On enquête un peu, quoi. C'est quand même le minimum. Ouais. Et donc là, je le rencontre 2 fois, et les 2 fois, il me tient le même discours. Donc, parce qu'il était tout à fait au courant des agissements de son subordonné. Oui, ou alors il s'en si ça se trouve, fichait. c'est tellement l'habitude que ça le choque pas plus que ça. Et comme je dis, une fois, il me regarde comme ça, mon N+2, mon N+3, et il me dit, mais des gens comme vous, j'en ai vu beaucoup. C'est intéressant. Il me dit que des gens qui dénoncent, il en avait beaucoup. Des gens honnêtes. Et il me dit, mais vous, j'arrive pas à vous comprendre. Et je lui dis, je suis complètement désintéressée. Ça c'est horrible de travailler dans une banque et être désintéressé. Je lui dis, je suis complètement désintéressée, donc je viens pas vous voir. Vous êtes un extraterrestre, quoi. Voilà, je suis un extraterrestre. Il peut pas me comprendre. Oui. Je lui dis, vous êtes sur 2 planètes différentes. En fait, ça veut dire, je suis pas venue pour vous négocier mon départ. Je suis pas venue pour vous faire du chantage. Et là, je pense qu'il comprend, mais il y croit pas, parce qu'on est dans un monde où tout le monde s'achète. Et tout le monde est achetable, en fait. Et Madame de Chavagnac, en l'occurrence, elle n'était pas achetable. Bon, après... Alors, à la suite de ça, ils ont quand même essayé de lancer une étude ressources humaines, en essayant de faire croire que vous étiez en souffrance au travail. Voilà, je vous cite, je ne voulais pas me plaindre de harcèlement, je n'avais rien de personnel contre mon chef, je voulais simplement que la banque mette fin à ces manquements déontologiques, mais en vain, puisque vous allez être donc licencié officiellement le 10 janvier 2014. Qu'est-ce que votre hiérarchie invoque pour vous licencier ? Alors, c'est intéressant ce que vous disiez sur l'enquête. En fait, quand vous résistez à des pressions de corruption, la corruption, c'est prosélyte. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'intègre au milieu d'un service de corruption. Donc il y a l'idiot utile, celui qu'on arrive à faire taire gentiment, et qui fait le boulot, qui ferme les yeux, ça c'est l'idiot utile. Et puis il y a l'intègre. Et ça, on est très embêtés. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est des intimidations, des représailles et tout ça. Donc, vous avez eu des menaces ? Pas des menaces, mais des intimidations assez horribles. Et pression, en fait, quoi. Voilà. Et en fait, quel est votre réflexe, en fait, vous, dans votre tête ? Quelquefois, vous finissez par oublier que vous avez été honnête. Oui. Vous vous dites, oh là là, il me déteste, c'est horrible, je suis harcelée, je suis harcelée. Vous oubliez la base du problème, que vous êtes, que vous avez raison. Exactement. Et moi, en fait, il y a une vraie démarche. C'est se dire, mais en fait, mon chef, il n'a rien contre moi. Il a contre moi le fait que je lui mets des bâtons dans les roues, c'est tout. Sinon, Ida de Chavagnac, si elle fermait les yeux, c'était parfait. C'était parfait. Donc, en fait, c'est là le problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a des intimidations. Et après, c'est parfait, parce que quand vous venez vous plaindre, ils vous disent « Ah, vous avez un problème de mésentente ». Je dis « Mais j'ai pas de mésentente. C'est juste un problème de déontologie. Vous avez très bien réagi. Et alors ça, ils sont furieux. Parce qu'en fait, c'est tellement facile. Oh, ils n'arrivent pas à vous manœuvrer. Vous vous entendez pas avec votre chef. Non, c'était pas ça le problème. Alors on vous fait le coup de l'enquête, tout ça. Alors ça, j'ai eu le droit à tout ça. Mais de toute façon, en justice, l'enquête, tout ça, on interroge des gens, on les fait dire je sais pas quoi. Vous savez, tout ça est complètement manipulé, manigancé, etc. Et ça n'a eu aucun poids, heureusement, dans la justice. Sur la décision de justice, j'étais de bonne foi et ça se voyait, et puis c'est tout.
Alors, je le vois, vous avez été accusé d'avoir proféré de graves accusations à l'encontre de votre supérieur et de les avoir maintenues, et ça a suffi à justifier un licenciement. Et ça justifie d'une certaine façon la bonne foi. C'est-à-dire que oui, le fait de les avoir maintenus, et j'ai pas été négocié. Donc en fait, tout ça est Et alors, ce qui est fou aussi, ce que quelquefois on peut se poser comme question, c'est pourquoi ont-ils osé mettre ce motif de licenciement pour avoir proféré des accusations graves contre sa hiérarchie? Parce que c'est exactement ce que j'ai fait, mais que normalement le lanceur d'alerte est protégé. Alors, proférer, ça veut dire crier dans les couloirs. Hein. J'ai pas crié dans les couloirs, je peux vous dire, j'étais pas assez à l'aise quand même pour... Oui, vous avez fait ça dans les règles, avec les intéressés. Oui, malheureusement, j'étais pas en position confortable. Donc, mais le résultat, c'est qu'ils ont quand même mis dans le motif de licenciement l'alerte. Donc, en fait, ils se mettent en tort quand même. Ça veut dire qu'il est clair et net qu'ils me licencient pour une alerte. Alors que normalement, il est complètement interdit de licencier un lanceur d'alerte. Donc, le 10 janvier 2014, Ida Chavagnac, vous êtes officiellement licencié. Pourquoi, comment vous prenez la décision de vous lancer dans un combat judiciaire comme celui-là contre le Crédit Agricole, un géant, un monstre? Écoutez, ça, je raconte tout ça beaucoup dans mon livre, là, Alerte rouge sur la banque verte. Toute cette démarche, en fait, de prendre confiance en soi, de son combat, de la justesse de son combat, parce qu'en fait, les avocats, ils vous disent toute pauvre madame, c'est affreux ce qui vous est arrivé, mais restez chez vous et prenez le fric. Voilà. Non, pardon, mais... Oui, vous avez raison de le dire comme ça. C'est un peu comme ça. Vous citez. Et donc, en fait, ça a été toute une démarche. Et puis après... l'idée de témoigner. Et de témoigner pour... Moi, mon but, il est pour le bien commun. Faut être clair. Mon objectif... Bon, voilà, j'ai gagné au final. Mais mon objectif, c'est de faire qu'il y ait d'autres gens qui fassent comme moi. Parce que, je vais vous dire, la corruption, c'est un fléau. Je vais vous dire, mes collègues de bureau qui fermaient les yeux, qui étaient lâches, qui avaient peur, mais ils étaient hyper malheureux. Moi, je vais vous dire, c'est affreux de travailler dans des conditions comme ça. Je pense que vous, c'est pas le cas. Vous avez cette chance-là. Mais combien il y a de gens qui travaillent dans un monde plus ou moins, mais corrompu, où on leur demande de fermer les yeux. Vous savez, moi, j'ai eu des gens assis à côté de moi qui me posent plein de questions comme ça. Et puis, à la fin, ils me disent, moi, je suis chargée de famille, tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Évidemment, mais je ne vais pas les juger, ces gens-là. Vous savez, c'est affreux. Mais le résultat, c'est, malgré tout, si les gens ne résistent pas, ne lancent pas l'alerte, ne luttent pas contre la corruption, on est dans une pente en France, une pente de déclin de la corruption. Et je suis persuadée qu'il y avait moins de corruption quand j'ai démarré ma carrière il y a 25 ans ou 30 ans. Fermer les yeux, c'est aussi ce qu'on avait demandé à Stéphanie Gibaud, que nous avons reçue sur notre plateau à TV Liberté. Vous connaissez Stéphanie Gibaud. Est-ce que votre témoignage, le témoignage de Stéphanie Gibaud peut aider à faire bouger les choses aujourd'hui? Exactement. Alors moi, ce qui est important aussi dans cette histoire de victoire, c'est que résultat, je ne suis pas à plaindre. Ce qui est très triste dans les lanceurs d'alerte, c'est que souvent en plus, vous savez, il y a des colloques entre lanceurs d'alerte, et on vous dit, et puis vous savez, il y a plein de jeunes qui viennent là, qui sont pleins d'honnêteté, je pense. On leur dit, vous savez, si vous lancez l'alerte, de toute façon, votre vie sera détruite. Alors, les jeunes, je peux vous dire, ils repartent le nœud à l'estomac, ils se disent, je vais m'écraser. Donc c'est affreux. Donc moi, pourquoi mon témoignage est tellement important? Parce que, écoutez, moi j'ai gagné, j'ai rien perdu. Pendant ces 7 ans, j'ai vécu une vie très agréable, J'ai eu la chance d'avoir de quoi vivre. Hein. Je reconnais bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir ce luxe-là, et c'est bien triste, mais il y en a quand même pas mal des gens qui pourraient arrêter... Vous voyez, qui pourraient envisager d'être licenciés pour des raisons honnêtes, et à la fin, on gagne, on récupère tout. Alors quand même, ça vaut le coup. Donc, moi, l'objectif, c'est de défendre l'honnêteté, l'intégrité, et qu'on soit nombreux. Et on voit bien que quand on est seul, malgré tout, c'est difficile. Parce que moi, j'ai gagné. Mais la justice, est-ce qu'il y a eu justice? Pour le moment, il n'y a pas eu justice. Alors, il semblerait que la classe politique
veuille un petit peu faire son travail en matière de lanceur d'alerte, puisque le 1er février dernier, à l'issue d'une commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont scellé un compromis sur la proposition de loi visant à améliorer la protection de ces lanceurs d'alerte. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, écoutez, c'est la campagne de M. Macron. Hein, et il fait sa campagne, donc soi-disant, le gouvernement a pris des mesures pour défendre les lanceurs d'alerte. Pourquoi? Ce n'est que de la com, tout ça c'est faux. Il y avait déjà une autre loi qui avait déjà été passée du temps de Hollande. On avait déjà dit, oh là là, la France est le pays qui protège les lanceurs d'alerte. Alors, moi je vais vous poser une question, je pose la question aux téléspectateurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un lanceur d'alerte qui aurait été protégé par les associations, les lois, les machins, et qu'au final, grâce à cette alerte, on a obtenu justice et gain de cause? Aucun. Moi, j'ai eu des colloques avec M. Toubon, le défenseur des droits, qui vous dit « on va faire ça ». Eh ben, je l'ai interpellé. Vous savez, il disait, les lanceurs d'alerte, il faut les protéger, et donc il faut les embaucher quand ils ont été licenciés. J'ai dit « Monsieur Toubon, est-ce que vous pouvez m'embaucher ?» Il a été très embêté, ça, il n'a pas aimé du tout. Bon. Donc, ce n'est que Et attendez, j'ai juste un truc. Parce que la loi qui défend le lanceur d'alerte, elle existe, mais elle n'est pas respectée. Elle existe. Et c'est drôle, c'était 2007. Et moi, j'ai gagné grâce à cette loi qui explique tout très bien. Il est interdit de licencier ou de faire toutes sortes de représailles sur un salarié qui aura dénoncé de bonne foi des problèmes dont il aura eu connaissance. Cette loi, elle existe depuis 2007. C'est celle qui m'a défendue. C'est la meilleure. Et puis, il y a une loi toute bête, que j'ai invoquée aussi, la liberté d'expression. Je veux dire, en France, on est quand même dans un pays de liberté d'expression. C'est dans attendez. On est censé. Ouais. Donc, et justement, c'est quand même intéressant parce que ma victoire, c'est aussi une victoire de la liberté d'expression. Tout le monde se censure, tout le monde se bâillonne, personne n'ose dire les choses tels qu'ils les voient, et les gens sont malheureux parce qu'ils se censurent et qu'on n'est pas heureux quand on se censure. Et bien en fait, quand même, il y a quand même des tribunaux qui reconnaissent la liberté d'expression. Donc on n'a pas le droit de pénaliser quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose. Donc un conseil à donner à ceux qui subiraient ce que vous avez subi, Ida Chavagnac, c'est ouvrez-la. Ouvrez-la et écrivez-le, confirmez-le et ne perdez jamais votre objectif. Alors, c'était ma première question lors de cet entretien que vous nous aviez accordé, Ida Chavagnac, en 2018. Vous dites que les banques se sont détournées de leur mission d'origine. Tout est mené par l'argent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut enrayer cette spirale ? Alors moi, j'ai déjà dû le dire la dernière fois, je dis de toute façon... la crise est devant nous, mais ça fait 15 ans que je le dis, et elle n'est toujours pas là. Mais ça ne peut aller que dans le mur. Et donc, on redémarrera sur de bonnes bases avec des banques qui financent l'économie, tout simplement. Mais voilà, c'est ce que je souhaite, mais c'est pas gagné. Et en fait, les banques ne financent plus l'économie, c'est un énorme jeu d'argent. Et comme je dis, les gens... tous les salariés des banques récupèrent des miettes de milliards. Mais vous savez, les miettes de milliards, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal. Je rappelle, Ida Chavagnac, que vous aviez également attaqué le Crédit Agricole pour corruption et tentative de corruption. Qu'est-ce qu'il en a été au pénal ? Parce qu'au prud'homme, vous avez gagné, mais au pénal... C'est très important parce que mon seul objectif, c'était quand même que justice soit faite, que quelqu'un soit malhonnête, qui est corrompu, soit condamné en prison. Ben, malheureusement, il n'est pas en prison. Je le saurais, je pense. Et donc, il y a eu toute la procédure au pénal. Donc, cette question du commercial qui reverse... qui reverse des rétro-commissions, en fait, si on peut dire, de façon complètement malhonnête. C'est de la corruption pure. Le juge d'instruction a vu des choses dans ce domaine-là. Néanmoins, mon chef n'a pas été condamné. Alors, moi, je vais pas non plus juger la justice. Au pénal, il faut que... Parce que quand même, le pénal, c'est grave, hein, la prison, c'est grave. Il faut que le délit soit caractérisé. Et... ils vous diront tout de suite, les banques, vous comprenez, la corruption, c'est entre deux salariés d'une banque.
Ils vous disent on s'y connaît pas assez, on comprend pas. Et le procès au pénal a confirmé qu'il y avait un réel problème. Ils n'ont pas du tout nié les faits, ils ont reconnu. Mais ils n'ont pas condamné parce qu'ils ne pouvaient pas établir. Voilà, et je rappelle que au moment des délits d'initiés, il y a de ça 35 ans peut-être, il y avait toutes sortes de délits d'initiés. Un jour, on a caractérisé la peine, délit d'initié, et ces escrocs en col blanc ont fini en prison. Je peux vous dire, vous passez 6 mois en prison, tous les autres, ils arrêtent. Donc en fait, bien sûr qu'il faudrait ce genre de façon de caractériser les délits. Et ça mettrait fin. Parce que, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de justice. Parce que moi, on dit j'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Mais en fait, le Crédit Agricole, il s'en contrefiche. Vous vous rendez compte, me donner 7 ans de salaire, qu'est-ce que... Une pichenette, oui, c'est rien pour... Le seul problème, c'est la prison. La prison... C'est quand même ces gens qui se pavanent dans les salons avec ces escrocs en col blanc. Voilà. Voïda Chavagnac, en tout cas, à tous les lanceurs d'alerte en herbe ou à tous ceux qui voudraient mettre sur la place publique les problèmes qu'ils rencontrent dans leur entreprise, on peut leur conseiller de lire votre ouvrage. De m'appeler. De vous appeler. Votre ouvrage, c'était Alerte rouge sur la Banque verte, et également aussi de lire les ouvrages de Stéphanie Gibault, qui travaillait pour UBS France et qui a, elle aussi, été confrontée à ce que vous avez vécu. Merci, Ida Chavagnac. Merci beaucoup.